rouge s'écroula en même temps que son drapeau, mais sa silhouette délicate s'effondra moins vite que l'étendard. Elle plana jusqu'au sol, comme un oisillon amoureux du ciel. Les gardes rouges de l'Union tirèrent des salves de joie. Certains grimpèrent jusqu'au toit de la tour, où ils arrachèrent l'étendard de la brigade du 28 avril et brandirent fièrement la dépouille de la milicienne comme un trophée de guerre, avant de la lancer depuis cette hauteur jusqu'au portail en fer de la grande cour. Les barreaux aux extrémités pointues des grilles métalliques du portail avaient été arrachés pour servir de lance au début du combat. Il n'en restait plus que 2, sur lesquels la jeune garde rouge vint par malchance s'empaler. L'espace d'un instant, la vie sembla regagner ce corps gracieux. Les gardes rouges de l'Union firent quelques pas en arrière et mitraillèrent le corps suspendu de la fille comme une cible d'entraînement. Ce feu nourri de balles fut pour elle aussi doux qu'une ondée printanière. Elle ne ressentait plus rien. Ses bras se soulevaient tels des branches de lierre, comme si son corps était balayé par des gouttes de pluie, jusqu'à ce qu'enfin la moitié de sa jeune tête se détache et qu'il ne lui reste plus qu'un œil, magnifique, en train de contempler le ciel bleu de cette année 1967. Un regard où la souffrance était absente et où ne demeurait plus qu'un espoir et une ardeur inflexible. Elle avait en réalité eu plus de chance que les autres. Elle, au moins, avait sacrifié sa vie au plein cœur d'un épisode de passion idéaliste. Ce fanatisme s'empara de la ville entière, comme si des processeurs fonctionnaient en parallèle. La révolution culturelle était devenue un seul et unique combat. Un déluge informe et frénétique s'abattait maintenant sur la cité, s'engouffrant dans la moindre brèche, se faufilant dans le moindre recoin. Aux confins de la ville, sur le terrain de sport d'une université, une séance de critique publique à laquelle assistaient plusieurs milliers de personnes avait commencé depuis près de 2 heures. En ces temps où coexistaient de multiples factions, des conflits complexes éclataient partout entre différentes obédiences. Rien que sur le campus, des hostilités brutales opposaient gardes rouges, membres du groupe de travail de la Révolution culturelle, miliciens de la brigade de propagande des travailleurs ou de la brigade de propagande des soldats. Chaque groupe finissait souvent par imploser et donnait naissance à de nouvelles coalitions internes qui revendiquaient chacune des principes et des programmes uniques. Leurs antagonismes déchaînaient des actes d'une cruauté plus infâme encore. Ils partageaient pourtant un ennemi commun, l'autorité académique réactionnaire, si bien que les malheureux qu'on disait appartenir à cette tendance devaient endurer des attaques féroces provenant de tous côtés. Les membres de l'autorité académique réactionnaire présentaient une particularité qui les distinguait des autres adversaires malfaisants de la Révolution. Lorsqu'ils étaient attaqués, leur première réaction était de répondre avec orgueil et ténacité, mais c'était cette attitude qui leur valait le plus d'exécution. Rien que dans la capitale, en l'espace de 40 jours seulement, plus de 1700 personnes furent battues à mort au cours de séances de critique publique. Pour échapper à cette folie, beaucoup d'entre eux choisirent une voie plus rapide. Lao She, Wu Han, Jian Bozan, Fu Lei, Zhao Ziujian, Yi Kun, Wen Ji, Ai Mo et tant d'autres décidèrent de mettre eux-mêmes un terme à des vies autrefois très estimées. Ceux qui avaient survécu à cette étape devenaient progressivement insensibles aux coups répétés de fureur révolutionnaire. C'était comme s'ils avaient développé une carapace spirituelle qui les protégeait d'un effondrement final. Lors des séances de critique publique, ils plongeaient dans un état de demi-sommeil que seules les menaces vociférées à leur encontre étaient à même de secouer. Ils répétaient mécaniquement un nombre incalculable de fois les mêmes aveux. Puis le moment venait pour certains d'entre eux de passer à la 3e étape. Après une séance de critique ayant duré jusqu'au soir, la glorieuse idéologie politique de la Révolution se déversait comme du mercure dans leur conscience, ébranlant les fondations d'un édifice intellectuel jadis façonné par le savoir et la raison. Ils se mettaient à se croire effectivement coupables, constataient les dégâts qu'ils avaient véritablement causés à la grande cause du peuple, et ils pleuraient de douleur. Les confessions des intellectuels étaient toujours beaucoup plus profondes et sincères que celles des autres ennemis de la Révolution. Mais pour les gardes rouges, les adversaires